Les attentats du 11 septembre 2000, un orchestré par Al-Qaïda, restent l'événement terroriste le plus meurtrier de l'histoire, au-delà de la perte tragique de vies humaines. Cet événement dramatique a révélé de graves failles des services de renseignement, dont une mauvaise communication entre agences et l'incapacité à identifier les menaces des réseaux djihadistes décentralisés. En réponse à ces atrocités, la communauté du renseignement a adopté des tactiques plus agressives et secrètes visant à capturer et détenir rapidement des cibles clés. Leur but était d'obtenir des renseignements utilisables en évitant les procédures juridiques et diplomatiques classiques qui ralentissaient les opérations et augmentaient le risque de fuite. Avec la pleine connaissance et l'accord du président de l'époque, George W. Bush, la CIA a instauré des sites noirs, des installations temporaires où des terroristes notoires liés au 11 septembre ont été détenus et interrogés. Des techniques visant à extraire des informations vitales pour déjouer de nouvelles attaques d'Al-Qaïda. La nature des activités et l'emplacement de ces installations n'ont été révélés que bien plus tard. Dans cette vidéo, nous explorerons ces sites noirs, les terroristes qui y étaient détenus et les techniques controversées d'interrogatoire renforcées utilisées pour obtenir des informations. Bienvenue sur Guerre du Monde. Le 17 septembre 2000, quelques jours seulement après les attentats du 11 septembre, le président George W. Bush a signé un mémorandum de notification classifié autorisant la CIA à mener des actions secrètes dans le monde entier pour capturer, perturber ou éliminer les principaux dirigeants d'Al-Qaïda et leurs opérations. Ce mémorandum a établi le cadre juridique pour organiser des détentions secrètes hors des États-Unis, s'appuyant sur l'article 2 qui confère au président, en tant que commandant en chef, la conduite d'opérations de sécurité nationale sans restrictions propres au temps de paix. En réponse à la capture d'Abu Zubaydah en 2002, qui était considéré comme un haut responsable de Ben Laden, la CIA a activé son premier site noir nommé de code Katsai, situé en Thaïlande. L'installation, appelée site de détention vert, offrait une détention sécurisée et isolée pour les personnes de grande valeur. Des membres d'Al-Qaïda capturés lors des premières phases de la campagne antiterroriste après le 11 septembre, et cela a marqué le début d'un réseau mondial d'installations créé dans le cadre du programme secret Greystone de la CIA. Au cours des années suivantes, les détenus ont été transportés par des avions exploités par la CIA vers des installations situées dans des régions isolées d'Asie et du Moyen-Orient, ainsi qu'en Europe de l'Est, notamment en Pologne, en Roumanie et en Lituanie. Le Royaume-Uni a nié toute détention systématique, mais les registres de vol indiquaient une détention temporaire pendant les escales. Après leur arrestation, les détenus subissaient un premier contrôle, puis étaient rapidement transportés vers ces sites secrets sécurisés. Ce processus assurait l'isolement rapide des cibles de grande valeur pour interrogatoire. Les suspects de terrorisme tels que Zubaydah étaient de déplacer d'un site à l'autre selon les besoins afin de perturber toute détection potentielle et de maintenir la flexibilité du programme face aux pressions de la guerre. De 2002 à 2009, 119 personnes ont été recensées comme ayant été détenues dans divers centres non divulgués. Appelées techniques d'interrogatoire renforcées, diverses méthodes controversées ont été utilisées par les agents de la CIA pour obtenir des renseignements précieux auprès des suspects de terrorisme détenus dans les sites secrets. L'objectif était de prévenir d'autres attaques et de démanteler les réseaux terroristes grâce à des informations exploitables. Des professionnels de santé étaient impliqués dans ces pratiques afin de certifier que les suspects étaient médicalement aptes à subir la torture. Leurs responsabilités incluaient la surveillance de la torture pour éviter la mort des prisonniers, le traitement des blessures, l'innovation de techniques d'interrogatoire et la participation directe à la torture. Ces actions n'ont eu lieu qu'après que des avocats de la CIA et du département de la justice des États-Unis aient garanti aux professionnels de santé l'immunité contre toute poursuite. Ils ont garanti que tant que les professionnels respectaient les techniques décrites dans les notes juridiques,
Notes qui ont depuis été rétractées, ils ne feraient face à aucune conséquence légale pour avoir enfreint les lois américaines et internationales contre la torture. 13 techniques d'interrogatoire renforcées étaient connues. La plus célèbre était la simulation de noyade. Le détenu est attaché sur un banc ou une planche pendant qu'on verse de l'eau sur son visage, simulant ainsi la noyade, ce qui provoque une détresse psychologique intense et est considéré comme l'une des techniques d'interrogatoire les plus brutales et efficaces utilisées dans les prisons secrètes. D'autres méthodes approuvées comprenaient l'aspersion d'eau. Les détenus sont déshabillés et immergés dans une baignoire de fortune pendant qu'on leur jette de l'eau froide, ou bien ils sont forcés à adopter une position de stress, nus et aspergés à plusieurs reprises d'eau froide. Claque à l'abdomen. L'interrogateur frappe l'abdomen du détenu avec le revers de la main à environ 30 cm de distance, dans le but de provoquer des sentiments de désespoir, de peur et d'humiliation. Prise au col. L'interrogateur saisit le col de la chemise du détenu avec les deux mains et le tire vers lui tout en exigeant des réponses. Confinement dans un espace exigu. Les détenus sont enfermés dans une petite boîte pendant de longues périodes, jusqu'à 18 heures si la boîte permet de rester debout ou 2 heures au maximum en position recroquevillée. Manipulation alimentaire. Les détenus sont privés de nourriture solide et contraints de suivre un régime liquide fade. Maintien du visage. L'interrogateur saisit fermement les côtés du visage du détenu pour limiter ses mouvements. Gifle au visage ou gifle humiliante. Une gifle à main ouverte est donnée au visage, visant la zone entre le menton et les oreilles, renforçant l'idée que le détenu sera soumis à la force physique pendant l'interrogatoire. Nudité. Combiner des techniques d'interrogatoire renforcées avec la nudité accentue le sentiment d'impuissance et d'humiliation du détenu. Position de stress. Les détenus doivent adopter des positions assises ou debout qui sollicitent leurs muscles et maintenir ces positions pendant de longues périodes. Privation de sommeil. Souvent utilisée en complément des positions de stress, cette technique maintient les détenus éveillés jusqu'à 180 heures, beaucoup signalant ensuite des hallucinations. Position debout contre le mur. Le détenu est placé à environ 1,20 m du mur et forcé de se pencher en avant jusqu'à ce que ses doigts touchent le mur, l'interrogateur insistant pour qu'il maintienne cette position indéfiniment. En parallèle, diverses techniques non approuvées ont aussi été utilisées. Celles-ci incluaient des simulacres d'exécution et des violences où les détenus étaient menacés avec des armes à feu ou des outils électriques, subissant de fausses exécutions destinées à leur inspirer une peur intense. Des procédures médicalement inutiles telles que la réhydratation rectale, la réanimation liquidienne par voie rectale et l'alimentation rectale ont été pratiquées sans aucune justification clinique, principalement pour affirmer la domination et le contrôle. D'autres tactiques incluaient des menaces d'abus sexuels ou de faire du mal à des membres de leur famille, des électrochocs, un isolement extrême et des violences physiques. Mais ces formes extrêmes d'interrogatoire étaient-elles vraiment efficaces ? Parfois, elles l'ont été et ont pu sauver des milliers de vies. Parmi les terroristes détenus dans les prisons secrètes figurait Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau des attentats du 11 septembre, qui a été capturé le 1er mars 2003 au Pakistan. Il a été soumis à des techniques d'interrogatoire renforcées par la CIA, y compris la simulation de noyade à 183 reprises en un mois. Ces interrogatoires ont permis d'obtenir des renseignements cruciaux qui ont confirmé les projets de seconde vague d'Al-Qaïda et ont fourni des détails sur le messager Abu Ahmed al-Kuwaiti, ce qui a finalement aidé à localiser Oussama Ben Laden en 2011, Ramzi Ben Al-Shib, qui était impliqué dans la logistique des attentats du 11 septembre, a été capturé le 11 septembre 2002. Ces interrogatoires ont révélé des liens essentiels entre les comploteurs et leurs financiers, ainsi que des informations sur les communications d'Al-Qaïda, ce qui a permis de prévenir d'autres attaques. Ridwan Isamuddin, également connu sous le nom de Hamza Bali, le chef de Jamaat et Islami, un groupe militant islamiste d'Asie du Sud-Est, a été arrêté le 11 août 2003. Son interrogatoire dans les sites noirs de la CIA a permis de déjouer des attaques prévues en Asie du Sud-Est et de révéler des liens avec les attentats de Bali en 2002. Dans l'ensemble, les renseignements obtenus uniquement à partir de ces détenus ont grandement contribué à déjouer de nombreux complots, aboutissant à plus de 6000 rapports de renseignements exploitables. Cependant, la CIA n'a pas toujours arrêté la bonne cible. Et l'un des cas les plus notables de détention par erreur concerne Khaled al-Masri,
un citoyen allemand d'origine libanaise qui a été capturé par les autorités macédoniennes à la frontière entre la Serbie et la Macédoine le 30 et 1 décembre 2003. Il a été confondu à cause d'une similitude de nom avec un agent d'Al-Qaïda, Khalid al-Masri. Al-Masri a été transféré dans un site noir de la CIA en Afghanistan et détenu pendant environ 5 mois sans preuve de lien avec le terrorisme avant d'être libéré le 28 mai 2004. La CIA a ensuite reconnu l'erreur et a facilité son retour en Allemagne. Al-Masri a intenté un procès contre les États-Unis, affirmant avoir été interrogé et torturé pendant 4 mois. L'affaire a été classée après que le gouvernement a invoqué le privilège des secrets d'État, affirmant que le procès révélerait des informations menaçant la sécurité nationale. Cependant, une affaire connexe contre la Macédoine du Nord a abouti à une victoire historique. L'erreur d'identité concernant Al-Masri n'était pas un cas isolé. Des rapports déclassifiés ont révélé qu'au moins 26 des 119 détenus ont été détenus à tort, ce qui représente environ 22% du total. Ces erreurs résultent d'actions antiterroristes rapides après le 11 septembre basées sur des renseignements incomplets. Aucun détenu n'a eu de défaillance d'organes due à la torture, mais un est mort d'hypothermie après avoir été laissé dans le froid après un interrogatoire. Fin 2002, des rapports ont révélé que la CIA utilisait les transferts extrajudiciaires, transférant des suspects de terrorisme à l'étranger pour interrogatoire sans procédure d'extradition. Souvent vers des pays comme l'Égypte et la Jordanie qui utilisaient des méthodes plus dures. À ce stade, ce n'était qu'une rumeur. Cependant, en octobre 2004, Human Rights Watch a rapporté l'existence d'un programme systématique de détention secrète par la CIA incluant des détenus fantômes retenus sans reconnaissance officielle depuis l'Afghanistan et le Pakistan. Les responsables américains ont vite rejeté ces affirmations comme spéculatives. Ce n'est que le 2 novembre 2005 que le grand public a pris connaissance de l'existence des prisons secrètes, lorsque le Washington Post l'a révélé. La CIA exploitait des prisons secrètes en Europe de l'Est, en Thaïlande et en Afghanistan, détaillant l'interrogatoire de membres clés d'Al-Qaïda à l'aide de techniques d'interrogatoire renforcées. Suite à cela, la CIA a reconnu l'existence de ces sites à l'étranger et a déplacé les détenus pour éviter des problèmes diplomatiques. Des informations supplémentaires ont été publiées dans un article du New Yorker en août 2007, mettant en avant l'utilisation de techniques comme la simulation de noyade et les effets psychologiques de ces pratiques, tant sur les interrogateurs que sur les détenus. Des enquêtes européennes ont suivi. Le Conseil de l'Europe et le Parlement européen ont examiné les allégations de prisons secrètes et de transferts extrajudiciaires. Des tribunaux, en Europe, ont ensuite statué que la Pologne, la Roumanie et la Lituanie avaient violé leurs obligations en matière de droits de l'homme en hébergeant des centres de détention de la CIA. Aux États-Unis, le débat public s'est intensifié après la diffusion d'images provenant de la prison d'Abu Ghraib. Bien qu'Abu Ghraib ait été une installation militaire et non un site secret de la CIA, ces révélations ont suscité une attention accrue concernant le traitement des détenus pendant la guerre contre le terrorisme. Une autre controverse importante a concerné la destruction de preuves. En 2005, des responsables de la CIA ont ordonné l'effacement de bandes vidéo qui documentèrent des interrogatoires, y compris ceux impliquant Abu Zubaydah. Les critiques ont dit que cet acte faisait obstacle à l'établissement des responsabilités. Human Rights Watch et Amnesty International ont classé les techniques d'interrogatoire renforcées comme de la torture en invoquant une détresse psychologique et physique sévère. Cependant, les partisans affirment que ces mesures étaient moins nuisibles que les décapitations et bombardements de masse ennemie. Le 22 janvier 2009, le président Barack Obama a signé un décret exécutif qui a effectivement mis fin au programme des sites noirs de la CIA, interdit les centres de détention et prohibé les techniques d'interrogatoire renforcées. Cette directive a initié la fermeture des installations existantes et a ordonné le transfert des détenus de grande valeur vers des sites du département de la Défense, comme la baie de Guantanamo, un processus qui a été entièrement mis en œuvre au début de 2010. Dans des développements juridiques récents, la Cour suprême des États-Unis a statué en 2022 que les informations liées aux sites noirs de la CIA sont protégées par le privilège des secrets d'État, empêchant ainsi leur divulgation dans le cadre d'une action civile. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, des audiences sont débutées en 2025 concernant des allégations d'implication de la CIA dans les mauvais traitements infligés aux détenus de Guantanamo.
Cependant, en 2025, aucune preuve n'avait émergé indiquant de nouvelles activités de sites noirs ou de nouvelles restitutions, ce qui souligne les obstacles juridiques persistants et la responsabilité limitée du personnel américain concernant les actions passées. Dans ses mémoires, l'ancien président Bush a justifié l'usage de techniques d'interrogatoire renforcées, affirmant qu'elles ne sont pas de la torture. A l'inverse, l'ancien président Obama a publiquement dénoncé ces pratiques comme étant de la torture, une opinion soutenue par le gouvernement britannique qui a également rejeté les affirmations de Bush. L'existence de sites noirs a eu un impact significatif sur les discussions concernant le pouvoir exécutif, le secret, le renseignement, la supervision et les droits de l'homme. Plus de 20 ans après le 11 septembre, ces événements demeurent parmi les chapitres les plus marquants et controversés de la guerre mondiale contre le terrorisme qui se poursuit.